Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur la bombe Mbappé, enfin plutôt la bombe Kylian, parce qu'il y aura bien un Mbappé au Japon la semaine prochaine, mais Ethan, pas son frère, qui lui va être avec Paredes, Wijnaldum, Diallo à Poissy, au loft, parce que le PSG a décidé de mettre ses menaces à exécution de manière tout à fait surprenante, parce qu'il a joué contre Le Havre, il a marqué, et c'est sorti un peu de nulle part à 22h30, information Loïc Tanzi confirmée tout de suite par le club, qui a communiqué sa liste des joueurs convoqués pour la tournée. Layvin Kurzawa en fait partie, mais pas Kylian Mbappé, c'est absolument extraordinaire et je commencerai par là. Des remerciements très chaleureux envers Nasser et le club pour le divertissement offert depuis tant d'années. Perso, je préfère en rire. C'est absolument exceptionnel ce que l'on vit avec cette direction en matière de divertissement ou de clownerie, si on veut aller à l'essentiel. Bref, on en parlera évidemment plus sérieusement dans cette vidéo. On va se placer derrière le club. Vous connaissez ma position dans ce dossier Mbappé. Déjà, petite remarque pratique. Si vous voulez rien louper de dossier Mbappé cet été, faut pas se coucher avant 22h. La lettre, mi-juin, quand ça leak, c'est Lolo Tanzi qui nous fait l'exclu à 22h05. Hier, c'est 22h30. Voilà, Loïc Tanzi revêt les mèches blondes de Cristiano Ronaldo entre 22 et 23h pour nous sortir ses meilleurs exclus sur Kylian Mbappé. Donc ne vous couchez pas avant 22h au risque de tout louper et vous levez le lendemain matin avec un mal de crâne puisqu'il faut tout rattraper évidemment. Bref, donc hier, 22h30, Mbappé viendra pas, c'est officialisé. Papier de l'équipe, donc Lolo, le club est persuadé qu'il a un accord avec le Real en 2024. On n'écarte plus au sein du club la possibilité de ne pas le faire jouer du tout. Alors ça, c'est un écho qui a même été relayé finalement. C'est le seul point d'accord entre le clan Mbappé et le PSG en fait. Les deux n'écartent pas la possibilité d'être sur le banc la saison prochaine. C'est du moins ce qu'ils font filtrer dans la presse parce qu'il y a des enjeux qui sont énormes. Faire ça par pur ego, personnellement j'y crois absolument pas. Il y a aussi une dimension juridique voilà, par rapport aux joueurs. Je rappelle qu'avec Ben Arfa, on a eu le prud'homme au cul. Bref. Le PSG, alors, donc, selon Tanguy, ne négociera pas avec les clubs avant le 1er août, comme je l'ai dit, avant expiration du coup de l'option. Mais Mbappé n'a toujours pas communiqué par rapport à cette option. Même s'il a fait la lettre évidemment le 15 juillet 2022, je crois que c'était assez clair. Fabrizio Romano contredit Tanzi parce qu'il nous dit que le PSG l'a mis sur le marché d'ores et déjà, Mbappé est à vendre et que la deadline c'était vraiment le 15 juillet. Voilà. Et on a The Athletic, alors une source fiable anglaise, déjà c'est un très bon journal. Et ensuite, on sait très bien que l'entourage de Nasser a beaucoup de relais dans la presse anglaise. Alors, The Athletic, hier, ils nous ont dit que le PSG donc, est bien disposé à le mettre sur le banc la saison prochaine et pourrait demander bien moins que les 180 millions d'euros. Ça, c'est une information qui est quand même assez intéressante parce qu'évidemment, pour boucler un deal cet été, tu dois mettre de l'eau dans ton vin. Si on fait 200 millions sur Mbappé, à moins qu'on fasse de la surenchère avec la Première Ligue et qu'ils finissent là-bas, je vois pas comment le Real viendrait, en étant tout seul sur le dossier parce que le joueur ne voit que par eux, mettre une telle somme, tu vois. Ils vont essayer quand même de maximiser ou peut-être mettre un joueur dans l'échange, même si ça, c'est quelque chose qui relève plus du fantasme, les échanges de joueurs qui font plus objet de rumeurs, disons. Bref, alors, la décision de l'écarter déjà, bon, elle est un peu folle, c'est vrai que du côté du PSG, Neymar était de la tournée, c'était en Chine je crois, pendant son fameux été 2019. Je compare, même s'il n'y a pas grand-chose de comparable. Cavani, quand il revient en retard de vacances, on n'oublie pas parce qu'en plus ça a été plusieurs fois. Alors oui, il y a l'amende et tout ça, mais on n'a jamais été aussi fort. J'aimerais avoir une pensée pour les Japonais qui accueillent notre tournée pendant 10 jours. Les mecs, quand ils ont signé le deal, ils pensaient qu'il allait avoir Messi et Mbappé. Au final, ils ont aucun des deux. Et en plus, les Coréens leur piquent la vedette avec Lee Kang-in. Ils ont tout perdu. Et d'ailleurs, il y a un papier qui est sorti cette semaine, je crois, journal L'équipe, qui disait que la tournée allait rapporter 20 millions au PSG. Sans Messi, maintenant sans Mbappé, je pense que les mecs qui négocient ce genre de contrat sont pas idiots. Évidemment, c'est pas le PSG qui les intéresse, c'est les joueurs. Et je pense qu'on toucherait moins avec le départ, la non-convocation de Mbappé. Voilà. Après ça, j'y connais rien. Je suis pas dans le droit des affaires, mais ça m'étonnerait que ce genre d'événement dans les contrats, il soit pas stipulé que il faut tel joueur. Voilà. Et que s'il est pas là, le contrat est revu à la baisse. Bon, bref.
Alors évidemment, c'est une décision de Nasser, hein, c'est pas Luis Enrique, encore moins Luis Campos qui l'a prise. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Messi et l'histoire de l'Arabie Saoudite avec la story où il s'excuse. Pourquoi ? Parce que j'ai mis de la continuité entre cet événement-là et Mbappé aujourd'hui. Mon cœur m'a dit avec beaucoup de bienveillance, bravo Nasser. Bravo Nasser, le cas Messi n'était pas un cas isolé, tu l'as élargi à tout le monde et tu le fais aujourd'hui à Mbappé, donc ça veut dire que tu peux le faire à n'importe qui. Voilà, tu t'attaques à Mbappé, ça veut dire que tu peux t'attaquer à n'importe qui, ça veut dire que tu as une ligne directrice qui a survécu, disons, hein, a fait plus de 2 mois au sein du club, c'est quand même une exclusivité, voilà, c'est tout à fait inédit tout simplement, hein, parce que bon, sur le cas Messi, on savait très bien qu'il n'allait pas prolonger, on pouvait penser à ce moment-là que le PSG profitait du fait que c'était acquis à 100% qu'il allait partir pour se redorer un petit peu son image, faire passer un message très fort en utilisant Messi, quitte à ce qu'il serve à quelque chose, à défaut de nous faire passer des caps en Ligue des Champions, autant nous faire passer pour une bonne institution. Je pense aussi qu'à ce moment-là, tu as aussi agi par ego, parce qu'il est allé chez l'Arabie Saoudite, même si bien sûr tout va beaucoup mieux dans le golf, mais voilà, c'était quand même un sacré pied de nez. Parce qu'on rappelle quand même qu'au sein du club, tu agis la plupart du temps par ego, hein, que ce soit quand tu refuses 200 millions pour 1 an de contrat en 2021 pour Mbappé, ou alors quand 6 mois plus tard, tu te couches complètement à lui offrir, je pense, le plus gros contrat hors Arabie Saoudite qui a été délivré à un joueur de foot. Dans l'histoire, tout simplement. Je ne sais pas si on se rend compte. 70 plaques par an, Messi, Ronaldo les touchaient quand ils étaient au Real, au Barça. Mais toutes les primes à la signature de fidélité et tout ça, je pense que ça, c'est un mécanisme qui est complètement inédit. Et puis, l'option qui est juste au bon vouloir du joueur où le club n'a pas la main du tout sur un contrat de 2 ans, du coup, c'est absolument ahurissant. Je ne sais pas si on se rend compte. Bon, bref. Donc, avec bienveillance, je me suis dit, bravo Nasser, ça y est, institution, club avant tout. Mais mon cerveau m'a tout de suite rattrapé. Mon cerveau m'a dit, c'est Nasser qui a négocié le contrat. Évidemment, aujourd'hui, faut qu'il mange la merde qu'il a semée, pour parler de manière triviale. Hein, parce que ce bon vieux Nasser, il nous fait bien marrer, hein, mais c'est lui qui a négocié le contrat l'année dernière. Et puis surtout, tout le monde savait au sein du club dès le 15 juillet donc de cette même année 2022 que Mbappé n'allait pas lever l'option d'achat, l'option de prolongation. Ne venez pas me dire qu'il y a un plan tout établi pour le remplacement machin chouette. Quand je vois comment on galère pour faire Bernardo Silva, qui est la priorité depuis des mois, comment on galère sur le poste de numéro 9, qu'on est passé quand même de haut du panier, Osimhen, Harry Kane, Kolo Muani, Vlahovic, Gonzalo Ramos, Rasmus Højlund, tout le monde qui est cité, quoi. Et ne venez pas me dire que c'est les médias. Non, 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 c'est pathétique. Au sein du club, on est en train de paniquer sur le poste de numéro 9. On y reviendra, j'ai vraiment très, très peur. Voilà. Donc, niveau planification, ne venez pas me dire que le PSG est bien placé. Moi, ce qui m'embête, c'est de le voir partir si tard. On est quand même le 22 juillet. Il part pas au Japon, donc, enfin, aujourd'hui, s'il est parisien au 1er septembre, ce serait quand même assez surprenant, même si vous connaissez ma position. Personnellement, je pense qu'il va rester, qu'il partira libre la saison prochaine. Alors oui, il la mettra bien à l'envers au club, ça va coûter très très cher, mais il fera sa saison à 50 buts. Je déteste la personne, je déteste son entourage aussi. Hein. Sa mère, son influence chez les féminines. Rappelez-vous, lors de l'affaire Diallo-Amraoui, sa mère était sortie dans les médias. Son père, vis-à-vis des jeunes, avec Ethan, Julien Ménard, Luis Campos, je ne vous fais pas de dessin. Je déteste tout cet entourage, vraiment. Voilà. Mais le problème, c'est que je déteste tout autant Luis Campos et j'ai aucune envie de le voir avec 300 millions pour construire une attaque sans Mbappé. Déjà qu'avec Mbappé, on parle quand même d'un joueur qui est dans une équipe, on va pas se mentir, de bras cassés. Voilà, déjà avec Mbappé, il faut l'entourer d'un vrai neuf, d'un ailier droit, machin chouette. Or sans lui, j'imagine pas le carnage. Voilà. Donc je préfère quand même cette saison avoir les 40-50 buts qui te plantent parce que de l'autre côté, le joueur... Alors oui, quand il est sur le terrain, il t'embête parce qu'il décroche trop, il va chercher son côté gauche, ce qui fait qu'il a moins de volume d'occasion. Mais les 40 buts, même en étant ailier gauche, collant la ligne, il les met en fait cette saison. Voilà. Même avec ses prestations, sa nonchalance, son langage corporel qui a été quand même très agaçant, et c'est ça qui est incompréhensible, c'est que sur le terrain, pendant toute la saison, tu pouvais prédire en fait. C'était sous nos yeux. Son langage corporel était lamentable. Mais en août dernier, le truc avec Vitinha contre Montpellier,
c'est juste lamentable, c'est juste ahurissant, quoi. Et c'était sous nos yeux pendant toute la saison qu'il en a marre, mais je comprends pas pourquoi il s'accroche à dire je vais rester au PSG. Bref. Donc vous connaissez ma position, j'ai aucune envie, j'ai aucune confiance en le club pour recruter, parce que s'il part, en fait, en réalité, c'est 3 joueurs de classe mondiale qu'il faut prendre sur un mois. Enfin, j'ai aucun espoir là-dedans, en fait. Même si de l'autre côté, bien sûr, si on fait 200 millions sur Mbappé, je serais très content, et ce serait l'issue qu'il faut absolument, parce que, bah, voilà, là, la situation, le club fait un lobbying absolument intense dans les médias. Je trouve le clan Mbappé assez discret dans ses relais médiatiques. Le club appuie à fond, enfin, prend les décisions et tout ça. Enfin, la situation est quasiment à un point de non-retour, disons. Bon, bref, ce qui m'embête du coup, c'est de le faire partir aussi tard, alors que, avec ou sans lui, on n'a toujours pas, hein, les gars, on n'a toujours pas recruté le numéro 9 qu'on lui avait promis au moment de la prolongation. Ça fait 1 an et demi qu'on doit le faire. Et aujourd'hui, on a ouvert comme ça, depuis 48 heures, le dossier Rasmus Højlund. On a abandonné Vlahovic, qu'on avait ouvert il y a une semaine. Harry Kane, on continue. Osimhen, les négociations ont duré 3 mois. En avril, on le faisait venir à Paris avec ses agents. Mais personne n'a dit à Campos, au sein du club, qu'on s'est cassé les dents sur Kalidou Koulibaly, sur Alan avec De Laurentiis au Napoli. Bref, c'est ahurissant. Bon, bref. Si on parle objectivement, je pense que le plan, en fait, le plus facile à réaliser, le plus réalisable si Mbappé part, c'est faire ton grand numéro 9 cet été et l'ailier gauche l'été prochain. Dans le sens où aujourd'hui, le marché des neufs est ouvert. Voilà. Allez, tu mets 150 millions sur Harry Kane, tu lui donnes ses 30 millions de salaire, tu essayes un petit peu de le convaincre, même si aujourd'hui il veut absolument pas. C'est vrai que si tu signes Harry Kane, franchement, faire partir Mbappé pour prendre que Harry Kane, allez, là ok. Je rejoins les gens qui te disent il faut de la patience, saison de transition. Moi je veux bien, la saison de transition avec Harry Kane mais pas d'ailier gauche, je veux bien. Parce qu'Harry Kane, c'est la fiabilité d'Mbappé, 38 matchs en première ligue, je crois qu'il en a loupé aucun cette saison. C'est les buts, les statistiques, l'apport technique aussi donc à la construction, qu'on a perdu, bah, je dirais même au poste de numéro 9 depuis le départ d'Ibra en fait. Parce que Cavani, Icardi ne t'apportaient pas ça. Ne t'apporter pas ce qu'Ibra t'apportait, disons, en matière de qualité technique et tout ça, de haut jeu pour orienter, bon bref, mettre en avant tes ailiers. Et après, l'ailier gauche, tu le fais l'été prochain, parce que là, cet été, c'est vrai que c'est complètement fermé. Vinicius doit prolonger depuis 1 an, c'est toujours pas officiel, c'est un petit peu bizarre. Rashford va prolonger long terme à Manchester United. Leao a prolongé au Milan, et je crois que sa clause libératoire à 175 millions, elle est valable pour l'été prochain. Kvara, je l'aime beaucoup, hein. Le géorgien du Napoli. Mais là, je pense que le prendre après la saison qu'il t'a fait, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des cas. Je pense qu'en fait, ce que tu dois espérer, c'est qu'il fasse une saison un cran en dessous et que du coup, sa valeur baisse un petit peu pour que tu le prennes parce que le talent sera toujours là. C'est vrai que c'est un grand talent, quoi. C'est vrai que le mec te sort des gestes qui sont témoins d'un talent extraordinaire. Bon. Parce que Mbappé, c'est le talent, mais c'est aussi la fiabilité, le professionnalisme, les buts qu'il te met. Même si de l'autre côté, j'ai envie de nuancer ma position, dans le sens où, en fait, faire aussi bien que ce qu'on faisait avec Mbappé, c'est pas si difficile. Avec Mbappé, on a perdu le titre en 2021. Avec Mbappé, on reste sur des éliminations en 8e ces dernières années. Quand on va en finale, alors je veux bien son apport par rapport à son entrée face à l'Atalanta, mais la qualification contre Dortmund au match retour, il est malade. La demi contre Leipzig, c'est pas le meilleur, hein, c'est vraiment le match de Di Maria. La finale, bon, je ne ressasse pas la passe qu'il fait à Manuel Neuer. Donc en réalité, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, passer les 8e, bon, alors, te qualifier en 8e, je pense que c'est un peu une formalité parce qu'à chaque fois, t'es chapeau 1 en poule. Et puis quand même, t'as du talent dans l'équipe quand même sans Mbappé. Après, passer les 8e, bon, en réalité, c'est vrai que il te met ton super but contre le Real à l'aller, mais au retour, t'as éliminé quand même. Voilà. Cette année, il est absent à l'aller. C'est très morose sans lui, il faut pas l'oublier aussi sur la première mi-temps. Mais de l'autre côté, au match retour, il te change pas la face de l'équipe, Mbappé. Donc, de l'autre côté, c'est vrai que Mbappé ne t'a pas non plus emmené au sommet, il t'a fait les statistiques, mais sur les matchs coup près, voilà, je pense que tu peux faire plus, du moins aussi bien, sans lui. Voilà. Aussi bien. Après, faire mieux, c'est évidemment autre chose, parce que
bah, le top mondial, c'est des transferts qui sont vraiment super difficiles à réaliser. Je pense qu'il faut vraiment se poser, avoir un regard froid avec du recul et se dire que les gars, ça fait 8 mois qu'on entend parler de Bernardo Silva. Le mec veut venir. Son agent a toutes ses entrées au club, mais c'est toujours pas fait. Voilà, c'est vraiment l'exemple que je prendrais. Kane, c'est pas le bon exemple. Parce que c'est typiquement l'anglais qui veut aller chercher le record en première ligue, qui est très attaché à Tottenham, très difficile à expatrier. Mais alors, Bernardo Silva, on parle d'un mec, ça fait quand même 2 ou 3 mercato qui veut partir de City. Alors peut-être qu'ils le retiennent aussi. Mais là, il veut venir. Voilà, tu poses les 80 millions, je pense que tu l'as quand même. Et on a réussi à se faire doubler par l'Arabie Saoudite qui a pris Riyad Mahrez, ce qui limite un petit peu nos capacités sur Bernardo, parce que du coup City voudra à minima recruter un Barella par exemple pour remplacer Bernardo. Et quitte à faire Bernardo, enfin je préfère faire Barella bien évidemment. Donc voilà, typiquement le top mondial, c'est des transferts qui aujourd'hui sont très très difficiles, quoi. C'est pour ça que tu te retrouves au poste de numéro 9 à aller voir la Juve pour Vlahovic. Et encore, la Juve, il te demande 80 millions, tu proposes 60, et au final, tu fermes le dossier. Alors je pense qu'il y a aussi la dimension médicale avec la pubalgie, si on veut parler objectivement. Mais voilà, tu ouvres le dossier Rasmus Højlund avec l'Atalanta, Gonzalo Ramos avec le Benfica, Ugarte, c'est bien gentil. Mais voilà, un deal style Bellingham, aujourd'hui, je suis pas sûr que Campos soit capable de le faire. Voilà, pareil, Tchouaméni l'année dernière. Enfin, c'est très compliqué. Et en fait, ce qui est regrettable, c'est que si Mbappé part, je sais pas si on se rend compte la gueule de notre attaque. Hein. Neymar. Alors, Lee Kangin, je l'aime bien, mais il sort de Mallorca quand même, on va se détendre un petit peu. Ekitike, Carlos Soler, les jeunes, et Marco Asensio. Pour l'instant, t'as pas vraiment recruté. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que l'année dernière, les années précédentes, t'avais une super attaque, mais une défense en bois qui faisait n'importe quoi à la perte de balle. Et là, cette année, tu t'es vraiment bien renforcé en défense. Sérieux, je pense que Lucas Hernandez, quand il sera là, il va clairement changer la face de ce secteur de jeu. Et Milan Skriniar va aussi nous faire beaucoup de bien. J'ai vraiment envie d'avoir confiance avec ces joueurs-là. Donc tu vas avoir une bien meilleure défense. Mais en attaque, du coup, tu perds en qualité. Donc c'est là où je me dis l'équation ne sera jamais équilibrée, c'est dommage. Autre chose qui est très con, c'est qu'il ne jure que par le Real. Parce que là, ça y est, on a RMC Sport, Fabrice Hawkins. Alors Fabrice Hawkins, c'est un journaliste en lequel j'ai pas vraiment confiance. Il a des informations sur les compositions à chaque fois pendant la saison, mais sur le mercato un petit peu moins fiable, même si c'est lui qui nous a sorti Marcus Rashford pour remplacer Mbappé à plusieurs reprises, et au final aujourd'hui, Fabrizio Romano l'a confirmé. Hawkins te le sortait en 2021, début 2022, que le PSG, voilà, Rashford était la priorité. Bon, en même temps, il n'y a pas 15 000 ailiers gauche pour remplacer Mbappé aujourd'hui. Bref. Ce qui est dommage, c'est qu'il jure que par le Real, parce que si tu le mets sur le marché de la Première Ligue, enfin, Arsenal, il y a eu une rumeur Mbappé en juin. Rappelez-vous, si on veut faire les complotistes, 2 jours après, Arteta filtré dans les pistes pour entraîner le PSG. Et Mikel Arteta a même parlé d'Mbappé, je crois, hier, a fait une décla, on lui a posé une question et il a dit « Je ne parlerai pas des joueurs qui ne sont pas de mon club ». Bon bref, Mbappé Arsenal, Mbappé Liverpool. Après sa prolongation l'année dernière, Mbappé nous disait « Ouais, Liverpool, c'est le club favori de ma maman, peut-être un jour, machin chouette ». Chelsea. Alors là, selon RMC, Chelsea étudie la faisabilité d'un transfert. Bon, pour être objectif, c'est vrai qu'on a l'image de l'Amerloc un petit peu éberlué qui balance la quicheta n'importe comment. Le problème, c'est que les gars, ils faisaient leurs amortissements sur des contrats de 9 ans. Hein. Je rappelle que Enzo Fernandez, les 120 millions, c'est sur 8 ans et demi. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais le problème, c'est que la FIFA, l'UEFA les ont rattrapés puisque désormais, c'est plus possible d'étaler sur de telles durées. Maintenant, c'est 5 ans maximum. Voilà. Les contrats, tu peux les mettre sur 9 ans. Tu peux faire signer un contrat de 9 ans à un joueur, mais concernant l'amortissement, dans tes comptes de manière comptable, c'est 5 ans maximum. Et aujourd'hui, ils ont tellement dépensé de Chelsea, ça peut paraître un peu lourd de sens que de dire ça, mais objectivement, je ne crois pas Chelsea capable en fait de faire un deal Mbappé avec l'amortissement, le salaire et tout ça sur 5 ans, vu toute l'oseille qu'ils ont dépensé cet hiver et tout ça. Maintenant, de l'autre côté, Pochettino est leur entraîneur. Je pense que la meilleure saison d'Mbappé, c'est la 2021-2022, après son transfert avorté, sous Pochettino, le petit atelier finition qu'il a mis en place à son arrivée, Mauricio, parce que la réalité, c'est qu'Mbappé Tourelle, Mbappé porte pas Tourelle dans son cœur. Mbappé Galtier, j'en parle même pas. Par contre, Mbappé Pochettino, c'est une très bonne relation. Voilà. Chelsea, on pourrait y penser. Ça pourrait être le porte-étendard de leur projet. Alors, il y a City.
Pep Guardiola a été un des premiers à s'exprimer sur le dossier Mbappé en juin, en disant on sait tous quel club il veut, donc je ne m'éterniserai pas, en faisant référence au Real. Il y a United aussi. Alors eux, ça me paraît compliqué parce que comme ils sont en instance de vente entre Jim Ratcliffe et le Qatar, mais que c'est toujours pas fait, ils sont calmes sur le mercato. Évidemment, ils vont pas investir. Voilà, c'est dommage parce que si le Qatar avait racheté en mai-juin, ça aurait été possible de faire une espèce de magouille et de le refoutre à United, mais là, enfin voilà, ils sont concentrés sur leur vente et ça me paraît très difficile cet été de vendre tout simplement, d'investir autant, pardon. C'est dommage qu'ils aient pas bouclé la vente un petit peu plus tôt. Donc voilà, moi ce que je regrette le plus, c'est qu'en plus, même pour le joueur, en fait, en première ligue, tu as beaucoup plus d'espace à exploiter qu'en Espagne. En première ligue par rapport à l'Espagne, alors, je veux bien au Real Madrid, tu vas prendre tes Ligues des Champions, pas de problème, mais tous les week-ends, c'est pas des internationaux que tu vas jouer, quoi. Hein, quand tu vas te déplacer à Riron, ça va. Enfin, tu me diras, c'est comme se déplacer à Clermont. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en première ligue, les mecs, enfin, les Aston Villa, les Newcastle, même les clubs du ventre mou, les Brighton et tout ça, c'est des équipes où la moitié des joueurs sont des internationaux. C'est absolument dingue en fait. Il y a le duel avec Erling Haaland aussi, le fait que ce soit le meilleur championnat du monde. Donc vraiment, moi, enfin, si Mbappé signe au Real, en fait, je regarde déjà le Real, je regarderai pas plus le Real pour Mbappé. Par contre, s'il signe dans un club de première ligue, alors là, ouais, là, tous les week-ends, je regarderai le club pour Mbappé, justement, parce que ça m'intéresserait, tu vois. Mais là, bon, l'Espagne, les défenses resserrées, un peu en carton. Alors, c'est vrai, il faut avouer qu'au Real, tu gagnes tes Ligues des Champions, que ce club, comme le Barça aussi, hein, enfin, faut pas nier la force d'attractivité de ces clubs-là, qui est absolument ahurissante. Et même encore aujourd'hui. Voilà, le Real, ils font ce qu'ils veulent des joueurs. Arda Güler, Bellingham, les mecs. Bellingham, il négocie le deal à la baisse, alors que c'était City qui était prioritaire. Enfin, c'est absolument dingue. Voilà. Et même le Barça. Même le Barça, avec tous leurs problèmes d'argent et tout ça, Joao Félix te dit que c'est son club de cœur. Enfin, objectivement, tu te dis, mais quel abruti de dire ça, parce que le Barça, c'est clairement pas le bon club pour se relancer. Mais de l'autre côté, tu te dis, waouh, les mecs conservent quand même une sacrée attractivité. C'est absolument énorme. Enfin, Lewandowski, l'année dernière, qui fait le forcing, quitter le Bayern pour aller au Barça, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou. Mais, voilà. Tebas, les histoires de racisme de Vinicius, puis même la compétitivité du championnat, c'est vrai que ça baisse un petit peu. C'est difficile de dire ça en tant que Français parce que notre Ligue 1 n'est pas mieux, hein. Mais voilà, par rapport à la Première Ligue, je kifferais voir Mbappé en Angleterre. Riolo, alors Riolo, ils ont fait l'after en toute urgence, là, porte-parole. Enfin, Riolo, tu vois, là il m'a déçu. Là, il m'a déçu hier parce qu'il nous a dit Mbappé est prêt à rester sur le banc cette saison. Source, la famille Mbappé nous le dit, pas de problème. Premier point, la déontologie journaliste. Recouper les informations. Je pense que dans le feu de l'action, une source lui a dit et qu'il n'a pas forcément recoupé en contactant d'autres gens. Voilà. Je pense qu'il a été utilisé par le clan Mbappé dans le cirque médiatique parce que c'est évident qu'Mbappé, avant l'Euro, avant les JO, ne va pas faire une saison blanche, les gars. À 24 ans, Mbappé ne peut pas se permettre de sacrifier une année de carrière. Alors, je ne sais pas si on se rend compte. Et même du côté du PSG, c'est pas possible de le mettre sur le banc d'un point de vue juridique parce que tu aurais tous les syndicats au cul. Surtout en France, qui est le pays des syndicats, et surtout le pays qui protège Mbappé, parce que c'est ça qui me fait peur. Le débat va s'élargir aux chaînes générales. Voilà, ce matin, j'ai vu mon grand-père, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il était au courant. Il était au courant, alors qu'il n'en a rien à péter du foot. Donc là, ça va vraiment s'élargir au débat de manière générale. On a des mecs qui n'ont rien à voir avec le foot sur les plateaux télé qui vont donner leur avis. Ça va me dégoûter, on va en parler. Mais pour revenir sur Riolo, j'ai vraiment pas aimé le fait qu'ils te disent Mbappé est prêt à rester sur le banc parce que tu sens vraiment que c'est le porte-parole de l'entourage. Là, la déontologie journalistique a clairement été délaissée complètement pour justement servir un petit peu d'instrument pour Mbappé. C'est tout le problème aujourd'hui, les enflammades. C'est pour ça que j'aimerais quand même couvrir de loin, enfin, respecter, disons, Loïc Tanzi. Voilà, Loïc Tanzi qui, lui, n'est vraiment pas là-dedans. PSG Community, pareil. PSG Community, quand ils disent à la mi-juin qu'il y a un accord entre l'émir et Florentino Pérez pour 200 millions plus 50 de bonus, que ça y est, Mbappé va partir et que c'est qu'une histoire de communication, c'est faux.
Évidemment que c'est faux. Et peut-être que ça va se passer. Peut-être que du coup, si ça se fait, ils seront au sommet de leur gloire. Mais c'est comme Sabri l'année dernière quand il te dit oh, ça va prolonger. Non, la réalité, c'est que ces mecs-là sont instrumentalisés par le club pour le club qui veut faire passer les messages dans les médias, en fait, qui fait passer sa volonté, mais pas ce qu'il peut faire, pas sa marge de manœuvre réelle. Voilà, parce que la réalité est beaucoup plus nuancée. Et c'est dommage de voir de tels journalistes se mettre dans de telles enflammades. Alors, que Riolo s'empare de ce dossier, d'habitude c'est Roten, chez RMC, le porte-parole du clan Mbappé, qui a un petit peu moins d'audience, parce que Riolo, on va pas se mentir, c'est le journaliste qui est le plus écouté. Là, Mbappé, l'entourage, active le réseau ultime, à savoir Riolo qui fait un after inédit, imprévu, à 23h du soir, pour en parler. Peut-être que c'est gage de panique chez les Mbappé, que d'utiliser le relais comme Riolo dans la guerre médiatique. Ils se disent, là, on a perdu la main. C'est le club qui domine tout. On va utiliser Riolo pour essayer de rattraper. Ou alors, peut-être essayer d'aller chercher un autre public, la base populaire, parce qu'on va pas se mentir, Riolo, les mecs qui l'écoutent et qui s'abreuvent de ses paroles, bon, bah voilà, c'est la base un petit peu populaire des communautés foot, hein, tout simplement. Disons que c'est un peu du populisme. Voilà, c'est un peu du populisme footballistique parce qu'il n'y a pas vraiment de nuance. Sa gueule, c'est des fixettes sur Verratti, sur Neymar sans aucune nuance. C'est un peu ridicule, quoi. C'est un peu ridicule. Aujourd'hui, par exemple, alors, la communication d'Mbappé en elle-même, je dirais que c'est plus trop un problème parce qu'elle est démasquée. Son hypocrisie, on la connaît tous. On sait que c'est un joueur qui s'est désolidarisé de son équipe de manière publique à France Football il y a 15 jours. C'est absolument dingue. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est son emprise sur les médias. Son emprise sur les médias parce qu'en France, il est ultra protégé. Les médias sont très orientés et donc ça s'en ressent sur l'opinion publique où du coup, le message qui va être véhiculé, c'est Mbappé, le gentil qui veut honorer son contrat, le PSG, le méchant, qui le fout en prison, bien évidemment. Et tu vas avoir des débats là-dessus. Sur RTL, les médias un petit peu plus généralistes, un petit peu moins spécialisés et qui donc touchent un public beaucoup plus général. L'opinion publique française en gros. Ça, j'en ai très peur. Les grandes gueules du sport, par exemple, ce matin. Alors, c'est les grandes gueules du sport, c'est pas les grandes gueules sur RMC, c'est dommage. Mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude, bon voilà, c'est un truc un peu généraliste, hein, c'est pas très spécialisé là-dedans. Mais ils ont quand même invité Walid Acharchour, donc une figure d'internet qui en plus n'est pas réputé pour être un pro Mbappé, sur leur plateau ce matin. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour mettre de la nuance. J'espère vraiment que les plateaux télé, quand ils en parleront et tout ça, il y aura des gens qui viendront pour défendre le club, un petit peu mettre en avant les contradictions d'Mbappé, parce que, voilà, je le vois gros comme une maison, que le PSG va se faire défoncer. Et honnêtement, je pense, un des plus durs avec le PSG. Et il y en a beaucoup qui me le reprochent, d'être pessimiste à chaque fois, de tabasser le club et se demander si je le supporte vraiment. Mais pour le coup, sur le dossier Mbappé, vous savez que je serai derrière le club de A à Z. Et les gars, aujourd'hui, je vais passer un message que je passe très rarement. Il faut être coûte que coûte derrière le club, en fait. Soutenir le club dans cette affaire absolument dingue. Voilà. Il faut absolument se ranger derrière la direction. On fera les comptes en septembre. On tabassera Nasser s'il le faut. Mais aujourd'hui, avec Mbappé, il faut absolument mettre en avant les contradictions de l'entourage du joueur et tout ça. Et se ranger derrière le club, le soutenir. Parce que là, dans les médias, ça va être très très compliqué de préserver, disons, l'image du club parce qu'Mbappé est bien plus fort. Disons que Mbappé sera traité en bon français, qui respecte et tout ça. Vous savez comment les médias font avec leur français. Et le PSG sera traité comme... n'ayons pas peur des mots, les gars. Je suis en fin de vidéo, je me permets de le dire. Il n'y en aura pas beaucoup qui le verront. C'est peut-être un... Enfin, je vais caricaturer, mais le PSG, voilà, sera traité comme propriété des Qataris plutôt que club de Paris, avec un petit peu de xénophobie. Voilà, tout simplement, on va se le dire, hein, comme quand il y avait à la Coupe du Monde les débats, machin chouette, Stéphane Guy qui te dit que ce que l'émir du Qatar met sur Messi lors de la remise du trophée, c'est un pyjama, voilà. Quand Stéphane Guy te dit sur RMC oh, il était content l'émir, il lui a mis son pyjama quand il a relevé la coupe, pardonnez-moi, c'est un petit peu ahurissant, quoi. C'est un petit peu ahurissant. Disons que tu dis ça à des musulmans, c'est bien. Bon, on sait tous, évidemment, tout ce qui a été dit sur le Qatar et tout ça. Disons qu'en fait, ce qui me gêne, c'est que si tu dis ça
d'une autre communauté que les musulmans, vous savez à laquelle je fais référence, tu te fais blacklister. C'est-à-dire que si Stéphane Guy fait ce genre de blague vis-à-vis des juifs, tout simplement, aujourd'hui, il est mort. Il est mort de chez mort. C'est ça, voilà, c'est juste ça. C'est ce deux poids, deux mesures que je dénonce en fin de vidéo. Putain, là, j'ai pris une dimension politique, les gars. J'espère que... J'espère que je vais pas trop me faire défoncer dans les commentaires. J'ai un peu dérapé en fin de vidéo. Bref, la liberté d'expression. Ciao les amis, prenez soin de vous. J'espère que tout se passera pour le mieux pour vous dans ce week-end. Ciao les amis!